Karine Salofkost. Donc, bienvenue au sein de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Vous vous êtes occupé pendant de nombreuses années, vous êtes encore aujourd'hui au cœur d'un des écosystèmes innovants extrêmement importants pour la France, qui est la ville de Paris. Donc, on va voir un peu, d'abord, dans une première vidéo, votre parcours, comment une personne comme vous, haut fonctionnaire, vous pouvez vous intéresser à l'innovation. N'est-ce pas une contradiction, d'ailleurs? Peut-on faire de l'innovation un sujet quand on est fonctionnaire? Et puis, au fond, qu'est-ce que vous avez fait réellement au sein de la ville de Paris, dans ce sens-là, à un moment où, d'ailleurs, bonne nouvelle, à suite peut-être à vos actions, la ville de Paris devient une des capitales des start-up, enfin, de l'innovation en Europe. Alors d'abord, quel est votre parcours? Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet bizarre qu'est l'innovation? Alors je dirais peut-être un peu par hasard, mais on va sans doute trouver les origines dans ma formation initiale, qui est une formation d'ingénieur. Donc je suis ingénieur Supélec, spécialisé dans tout ce qui est radiocommunication et télécommunication. Et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'industrie, comme ingénieur recherche et développement, chez Matra Transport. Au cœur de l'innovation, là, on est... Voilà, tout à fait. Au cœur de l'innovation et aussi déjà sur des problématiques de transport et de ville. Et donc, notamment, le projet sur lequel je travaillais, c'était le premier métro, au fond, sans conducteur, qui était donc la ligne 14. Et donc, toute la mise en place du système de transmission de données entre le train et le sol. Voilà. Et est-ce qu'on pensait déjà à une voiture sans conducteur à l'époque? C'était un peu dans les tuyaux. Ah oui, tout de même? Oui. Après, on n'imaginait pas du tout toutes les questions qui pourraient se poser par la suite avec tout le développement des radiocommunications de façon massive et qui est un problème important en termes de brouillage, de messages, etc. Voilà. Alors ensuite, quel a été votre cheminement pour en arriver à la ville de Paris? Eh bien, donc après à peu près 2 ans donc, chez Matra Transport, j'ai décidé d'évoluer vraiment vers les politiques publiques et en tout cas passer à une échelle plus macro, c'est-à-dire réfléchir au fond plutôt à quel mode de transport, quelle politique de déplacement. Et donc j'ai repris les bancs de l'école, si on peut dire, et j'ai fait Sciences Po pour entrer dans la haute fonction publique territoriale. Voilà. Et donc, en termes j'ai mes premières expériences professionnelles, donc avant la ville de Paris, dans les collectivités locales, ça a été d'abord de partir en fait au cœur d'un autre écosystème totalement innovant qui est celui de Boston, puisque je suis partie pendant 3 ans à Boston pour à la fois observer pour le compte de la région Île-de-France et du département de l'Essonne cet écosystème, notamment lié au secteur de la santé, des biotech et du médical, et représenter à la fois l'Institut Pasteur et des start-up à la fois franciliennes et plus particulièrement essonniennes. Donc ça a été vraiment une expérience extrêmement enrichissante pour notamment appréhender comment fonctionnent ces écosystèmes, le lien entre la recherche, l'enseignement supérieur, les start-up, ensuite les PME de taille moyenne et aussi les grands groupes. Faut savoir qu'à cette époque, et d'ailleurs toujours, l'ensemble des grosses entreprises pharmaceutiques mondiales créent leur centre de recherche à Boston. Donc essayer de comprendre aussi pourquoi ces sociétés créent leur centre de recherche à Boston, voire les délocalisent parfois d'Europe pour s'installer là, alors même que le coût de la main-d'œuvre y est plutôt plus cher. Donc voilà, donc il y avait vraiment, je dirais que là, ça a été vraiment la première entrée dans essayer de comprendre comment fonctionne un écosystème, essayer de comprendre du coup quelles politiques publiques peuvent être pertinentes pour accompagner ces écosystèmes. Et donc assez naturellement, je dirais, quand je suis revenue des États-Unis, j'ai pris la direction de l'aménagement et du développement au département de l'Essonne, donc pendant à peu près 3 ans également. Et j'ai eu la chance d'arriver, je dirais, à un bon moment,
puisque c'était le moment où se renégociait le schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France, et où donc j'ai eu à piloter tout le travail de définition du positionnement du département de l'Essonne dans le cadre de l'Île-de-France. Et donc au fond, quelle stratégie de développement à échéance de 2020, donc maintenant ça se rapproche, mais pour un département comme l'Essonne, qui est à la fois un département où on a le plateau de Saclay, le Génopôle d'Évry, donc je dirais des fonctions de cœur d'agglomération, de recherche très poussée, et à l'autre bout, le parc national régional du Gâtinais, de la biodiversité, de l'agriculture. Et donc, comment, du coup, quelle fonction on assure, quelle fonction ce territoire peut assurer dans la métropole à échéance des 10 prochaines années. Voilà. Et comment surgit alors cette nouvelle opportunité de passer à Paris ? Parce que c'est à ce moment-là que c'est à la fin de cela ? Voilà, exactement. Le poste est vacant. Un ami m'appelle qui travaille à la mairie de Paris en me disant il faut que ce poste c'est pour toi, il faut que tu candidates. Et puis donc c'est vrai que pour quelqu'un qui est je dirais dans le développement économique, travailler pour Paris sur ce thème-là en France, c'est quand même une occasion absolument unique. Donc voilà, j'ai candidaté, j'ai été sélectionnée après moultes épreuves. Combien de candidats ? Il y en avait pas mal, mais j'ai eu, surtout, c'est plus d'une dizaine d'entretiens. Puis bon, à l'époque, j'étais quand même assez jeune. Donc, c'était il y a 8 ans, donc j'ai intégré la ville de Paris. Donc, je pense que c'était un peu un challenge à la fois pour moi, mais aussi pour la ville de prendre quelqu'un comme moi. Donc voilà, donc je suis arrivée à la ville de Paris pour être donc en sous-directrice de l'innovation et du développement économique. Et donc je suis arrivée juste à la fin de la première mandature de Bertrand Delanoë. Et donc ce qui a été très intéressant, donc quelques mois après, Bertrand Delanoë est réélu et arrive un adjoint en charge de l'innovation. Qui est Jean-Louis Missica, et qui va véritablement faire muter la ville, en tout cas dans son attitude vis-à-vis de l'innovation, et de mettre en place véritablement une politique de soutien et de construction presque d'un écosystème de l'innovation. C'était nouveau dans la ville de Paris, ça c'est intéressant, parce que la ville de Paris, c'est un écosystème innovant depuis des siècles. Peut-être en 1900, certains historiens nous montrent que c'est un des écosystèmes innovants les plus riches de la planète, les plus riches d'ailleurs aussi bien en termes d'argent, de richesse que de création qui attire le monde entier. C'est les États-Unis, c'est New York à l'époque. Avant que justement New York rebascule, devienne le centre, devienne pour la première fois le centre. Donc je pense qu'il y a un double. Alors, ce qui est nouveau, c'est que je dirais que jusqu'à présent, en termes de politique publique, la ville de Paris avait commencé un peu à soutenir les acteurs de l'innovation, mais ça restait quand même à une échelle petite. On était dans des politiques de développement économique assez, je dirais, classiques. Et là, on bascule vraiment dans l'innovation, l'économie, la nouvelle économie devient vraiment une priorité. Et donc, la mairie, la ville de Paris s'engage vraiment dans la mise en œuvre d'une politique de soutien vraiment massif à ce secteur. Donc, en mettant en place à la fois des politiques de financement, d'immobilier et d'accompagnement. Donc, il y a vraiment, je dirais, un tournant à ce moment-là. Il y a aussi la conscience que je pense qu'il est temps de réagir. Comme je le disais, moi, en étant à Boston pendant 3 ans, en 3 ans, j'ai vu s'ouvrir 10 nouveaux centres de recherche de niveau mondial sur les cellules souches ou sur d'autres secteurs à très fort enjeu. Alors même quand sur l'Île-de-France, il s'en ouvrait peut-être un. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience que l'innovation est un enjeu majeur de la compétitivité de nos territoires et de nos économies. Et donc voilà, je dirais que du coup, il y a cette politique qui est mise en place. Alors 8 ans après, aujourd'hui,
qui êtes-vous? Alors, Parce que le problème de l'innovation, c'est que quand on mute, évidemment, on mute. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je dirais que quand je suis arrivée à la ville, comme je l'ai dit, j'ai mis en place, sous l'impulsion évidemment très forte encore une fois, de Jean-Louis Sica, cette politique de l'innovation. Je dirais ce qui est nouveau, là, pour le coup, avec la mandature d'Anne Hidalgo, c'est l'idée de passer à une autre échelle. C'est-à-dire que la politique d'innovation, ce n'est plus uniquement une politique de soutien à l'écosystème de l'innovation, ça devient une politique globale de fonctionnement de la ville, qui doit d'une part s'appliquer à tous les domaines d'action publique de la ville, et ensuite, donc, qui doit prendre évidemment une échelle qui doit être dans tous les secteurs et plus uniquement centrée nécessairement que sur l'économie de l'innovation, mais qui doit aussi toucher le secteur social, avec la mise en place d'innovation dans toute la chaîne et dans tous les différents secteurs d'action de la ville. Alors, de facto, je lisais dans le journal en revenant d'Asie que la France était en train de transformer toute une gare, c'est ça? Toute une gare pour faire le plus grand incubateur de start-up de la planète. Oui, c'est la halle Freycinet ou une halle, oui. Enfin, non. Alors d'abord, il faut savoir qu'on a inauguré hier le Cargo, qui est à ce jour le plus gros incubateur d'Europe, qui fait 15 000 m², donc dédié au secteur du numérique. Et qu'en effet, bientôt, d'ici un an, devrait ouvrir sur la halle Freycinet également un autre lieu d'incubation, là encore plutôt de 30 000 m². Oui, c'est ça, 30 000 m², ça fait rêver, enfin on se dit. Voilà. 30 000 m². Alors, comment vous voyez parce que c'est une bonne manière de conclure, là on arrive vraiment à la fin, comment vous voyez ce lieu? Est-ce que c'est la même chose en plus grand ou c'est complètement autre chose? Alors, je dirais que la politique d'immobilier destiné aux startups, elle a vraiment évolué. Enfin, je l'ai vu évoluer pendant 8 ans. C'est-à-dire que, et ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on observe, c'est de plus en plus de décloisonnement, de plus en plus de lieux hybrides. Où en effet, on lève de plus en plus toutes les cloisons, toutes les barrières, où les sociétés peuvent plus communiquer, alors qu'évidemment, il y a 8 ans, quand on faisait un hôtel d'entreprise, on nous disait il faut absolument cloisonner, il y a des sujets de propriété intellectuelle, on ne peut pas se mélanger, il ne faut pas mettre des sociétés du même type les unes à côté des autres parce qu'elles sont concurrentes. Et je veux dire, aujourd'hui, on a une vision complètement différente. D'abord, je veux dire, c'est un peu comme au niveau du commerce. Intuitivement, on pourrait se dire dans une rue, il faut qu'il y ait des commerces totalement diversifiés. Et pour autant, vous allez à Paris, vous avez une rue où vous n'avez que des restaurants japonais. Pour autant, tout le monde vient là pour manger japonais. Donc en fait, ils ne se font pas concurrence. Au contraire, ils créent leur propre attractivité. Donc ils s'attirent même des clients. Alors ça va être un peu notre sujet pour la prochaine vidéo. C'est au fond, au-delà de votre parcours personnel et de ces aventures entrepreneuriales et aussi une véritable aventure de fonctionnaire, puisque là, on est dans une sorte de dialectique extraordinaire entre le rôle, la position de fonctionnaire qui n'est pas obligatoirement extraordinairement innovante, et la nécessité de créer des espaces d'innovation au service des entrepreneurs, qui sont souvent assez loin comme profil de fonctionnaire. Donc vous êtes une sorte de chat-ours, d'animal hybride, à la fois fonctionnaire et entrepreneur. Donc on va explorer un peu ça. Quelles sont les lois de ces nouveaux endroits qu'on voit apparaître dans le monde entier avec une dynamique extraordinaire. Et au fond aussi, qu'est-ce que ça implique aussi dans la transformation de la fonction publique. Donc ça, c'est notre prochaine vidéo. Merci beaucoup, Karine Salopcost. Merci.